Bien. Alors, chers camarades, nous sommes là pour la troisième séance de formation de l'année qui sera consacrée ce soir aux grandes théories économiques. Et nous avons la chance pour cela d'accueillir notre ami et camarade David Kella, qui, comme chacun le sait, est maître de conférences en économie à l'université d'Angers. Il a prévu, à ma demande, une petite heure d'intervention qui sera suivie ensuite par la possibilité de lui poser des questions et qu'il puisse y répondre. Donc, eh bien, écoute, David, je te laisse désormais la parole. C'est à toi. Bien, merci Frédéric. Donc mon objectif, c'est pas de récapituler toutes les théories économiques. À traiter en une heure, ce n'est pas simple. Mais je voudrais donc simplement poser quelques concepts qui me semblent nécessaires. D'abord, la première chose qu'on va voir, c'est la science économique. De quoi ça parle? Et déjà, est-ce qu'on peut parler de science? Parce qu'évidemment, quand on parle de théorie, on parle d'un aspect scientifique, c'est-à-dire d'un raisonnement qui permet de comprendre le monde. Une théorie, c'est toujours scientifique en fait. Essentiellement, ça appartient au registre de la science. Même si dans le langage courant, on peut parler de théorie du complot ou d'autres choses comme ça. Donc déjà, le lien entre l'économie et la science. Ensuite, je vais essayer de vous montrer que de manière assez naturelle, il existe deux grandes façons de se représenter l'économie, le fonctionnement de l'économie. Et puis, je vais ensuite vous expliquer les conséquences politiques de ces deux grandes façons. Et je vais ranger aussi les différentes théories dans ces deux approches. Et puis, voilà. Puis ensuite, j'aurai une petite conclusion. Hein. Donc, on va pas faire un énorme programme pour une heure. Mais on va essayer de voir tout ce qui est le plus important, à mon avis, pour comprendre non pas l'économie, mais les théories économiques. Alors, tout d'abord, quand on parle de sciences économiques, alors, nous, on a un problème en français, c'est que on a un même mot économie, je pourrais commencer par là, on a un même mot économie pour dire deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Euh, Puisque l'économie, ça représente une réalité, c'est-à-dire, par exemple, le niveau de PIB d'un pays. Hein, on va dire que c'est l'économie de la France, c'est un PIB de 2400 milliards d'euros. Euh, et l'économie, c'est aussi une discipline scientifique. Et donc, en anglais, par exemple, ils distinguent l'économie et economics. Hein, c'est-à-dire, economics, c'est la pensée économique, et la discipline économie, et économie, c'est la réalité économique. Nous, malheureusement, en français, on ne distingue pas ces deux choses, et ça, parfois, ça crée des confusions. Alors ici, je parle de l'économie comme discipline, hein, puisque c'est ça qui m'est demandé, et la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une science qui appartient au grand registre, grand ensemble des sciences sociales, puisqu'elle concerne l'homme en société, puisque finalement, l'économie en tant que discipline vise à comprendre l'un des aspects du fonctionnement des sociétés, qui est un aspect fondamental, évidemment, qui est la richesse. Parce qu'on peut aussi dire, autant la sociologie, c'est une science du fonctionnement de la société, la psychologie, c'est une science du fonctionnement de l'individu. L'anthropologie, c'est l'homme en tant qui s'organise qui vit en société. Hein. L'anthropologie, c'est l'homme qui vit en société, etc., etc. On peut comme ça développer et définir chacune des sciences sociales. Hein. Bien sûr, l'histoire appartient au registre de voilà des événements, enfin des choses qui sont passées dans le passé, etc., etc. Alors du coup, l'économie, c'est une science qui vise à comprendre la richesse. Alors la richesse, évidemment, c'est une question importante, puisqu'elle n'est pas toujours bien répartie, puisqu'il faut la produire, je vais y revenir, puisqu'elle est la source de très nombreux conflits sociaux, et donc, en tant que telle, elle mérite, de mon point de vue, une science. Qu'est-ce que va chercher à comprendre cette science donc de la richesse, qu'est l'économie? Eh bien, elle va chercher à comprendre deux choses. Elle va poser deux grandes questions qui vont elles-mêmes se subdiviser en sous-questions. Mais la première question, c'est d'où vient la richesse? Et évidemment, derrière cette idée, il y a qu'est-ce qui permet de l'augmenter, hein, augmenter cette richesse. Et puis, deuxième question très importante également, c'est comment cette richesse est distribuée dans la société.
Alors, par exemple, si on prend un des livres fondateurs de la pensée économique, qui est le livre publié en 1776 d'Adam Smith, eh bien, il s'intitule La richesse des nations, ou plus précisément, dans son titre long, son titre complet, Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et en fait, Adam Smith se pose finalement deux questions, hein. C'est pourquoi y a-t-il des nations riches et des nations pauvres? Et du coup, qu'est-ce qui est au cœur de cette richesse? Qu'est-ce qui explique que certaines nations soient plus riches que d'autres? Et donc, c'est bien ici une démarche scientifique de compréhension d'une question fondamentale qui est la richesse. D'ailleurs, petite parenthèse également, mais à mon avis, c'est absolument nécessaire pour la suite, il faut évidemment définir la richesse. Parce que la richesse, ce n'est pas la monnaie. Bien sûr, dans une économie monétaire, on peut dire qu'on est riche si on a de la monnaie, mais en réalité, même quand on calcule l'homme le plus riche du monde, aujourd'hui Bernard Arnault, on ne regarde pas ce qu'il a comme quantité de monnaie. On calcule en monnaie, mais pas sa monnaie. Je veux dire par là que on va comptabiliser l'ensemble de son patrimoine, ses maisons, ses voitures, ses actions, bien sûr, c'est l'essentiel de son patrimoine. On va quantifier chaque action à sa valeur de marché, c'est-à-dire qu'on va lui attribuer un prix, et on va multiplier, et donc les voitures, on va attribuer des prix, les maisons, etc. Et donc on va multiplier toutes ces quantités par des prix, et on va faire la somme agrégée de tout ça, et on va dire, voilà, Bernard Arnault, il possède tant de milliards, de dizaines de milliards d'euros, enfin de centaines, je ne sais plus. Donc ça veut dire que ici, quand on essaie de comptabiliser la richesse de Bernard Arnault, en réalité, on ne compte pas le montant de son compte en banque. On compte l'ensemble de son patrimoine, y compris non monétaire, qu'on va ensuite quantifier en monnaie. Donc, du coup, la question se pose, encore une fois, qu'est-ce que la richesse? Alors, moi, je vais reprendre en fait simplement la définition qu'en donne Adam Smith donc c'est un Écossais, Adam Smith, hein, il est mort en 1790, 91, je sais plus, enfin au début des années 1790, hein, et voilà, il a publié donc en 1776 La richesse des nations. C'était un professeur d'université en passant. C'était quelqu'un qui essentiellement faisait des cours et écrivait des livres, hein, comme Élisée aussi, évidemment beaucoup de livres, comme finalement les professeurs d'université d'aujourd'hui. Donc, comment Adam Smith définit-il la richesse? Ça, je pense que c'est important, parce que je pense que c'est une des définitions les plus pertinentes qu'on ait, on n'a pas trouvé de meilleure. Eh bien, il parle de toutes les choses utiles et commodes à la vie. C'est comme ça qu'il définit. Alors, il définit cette richesse euh, dans le premier paragraphe de la première page du livre 1, hein, c'est-à-dire qu'il commence par ça. Ah, donc, il parle des choses commodes et utiles à la vie, nécessaires, excusez-moi, alors qu'est-ce que j'ai dit? Toutes les choses utiles et nécessaires à la vie, je crois. Ouais, je sais plus, voilà, maintenant je m'embrouille. Mais en gros, on comprend bien qu'il y a deux dimensions. La nécessité, c'est-à-dire, oui, utile, nécessaire et commode à la vie, c'est ça. Donc la nécessité, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour vivre, hein, par exemple se vêtir, se nourrir, se loger, les choses comme ça. Donc ça, évidemment, ça participe de la richesse, mais également ce qui est commode à la vie. Et lorsque là, on parle de commodité, hein, on parle de choses qui ne sont pas forcément essentielles, mais qui rendent la vie confortable. Et donc, dans ce deuxième volet, eh bien, en fait, la richesse, c'est tout ce qui nous est nécessaire. Euh, Par exemple, le climat, la pluie, le soleil, une plage, tout ça peut être considéré comme de la richesse selon la définition d'Adam Smith. Et de mon point de vue, tous les économistes sont à peu près d'accord sur cette définition de la richesse. C'est-à-dire que la richesse n'est jamais que les biens marchands, c'est-à-dire les biens qui sont vendus sur le marché. Elle n'est jamais même que les biens non marchands produits sous la forme de services publics ou de systèmes caritatifs. Elle inclut également toute une partie non monétarisée de l'économie, les liens qu'on tisse les uns avec les autres, les services qu'on se rend qui sont gratuits. Alors certes, le produit intérieur brut ne comptabilise pas toute la richesse. Et d'ailleurs, tous les économistes le disent et l'affirment. Le PIB, c'est un indicateur de richesse, mais c'est un indicateur imparfait de richesse, puisque toute la richesse qui ne donne pas lieu à des transactions monétaires n'est pas quantifiée dans le PIB. Et pour une raison très simple, comme il n'y a pas eu comment dire,
d'échanges monétaires dans le cadre de cette production, enfin de certaines productions, eh bien, on ne peut pas lui attribuer des valeurs, hein, il n'y a pas de prix, et donc on ne peut pas quantifier ces valeurs dans le PIB. Donc c'est tout à fait normal que le PIB ne soit pas exhaustif. De la même façon, les revenus des gens ne représentent pas toute leur richesse. Les revenus des gens, les revenus que vous possédez, enfin, que vous avez chaque mois, ne correspondent pas à toute votre richesse. Vous possédez aussi d'autres formes de richesse qui ne donnent pas lieu à des flux monétaires. Et ça aussi, c'est comptabilisé dans la richesse. Donc cette vision de la richesse que nous donne Adam Smith, de mon point de vue, elle est aujourd'hui tout à fait pertinente. On peut évidemment intégrer dans ces définitions très très larges les ressources naturelles, je l'ai dit, le climat, le bien-être. J'ai écrit un article où j'ai expliqué que selon la définition de Smith, on pouvait intégrer le vivre ensemble comme richesse sociale. Hein, et donc l'économie, vous voyez, elle peut s'étendre très très loin dans sa définition de la richesse. Bien, et encore une fois, ça ne crée pas débat chez les économistes. Bien sûr, vous allez toujours trouver des économistes un peu, on va dire, un peu, euh, un peu bornés, voilà, qui vont nous dire que la richesse c'est le PIB, hein, mais en réalité, quand on regarde la littérature réelle sur l'économie, toutes les écoles de pensée admettent que le PIB n'est pas l'ensemble de la richesse. Hein, donc il n'y a pas de... Voilà, là, je le dis ça aussi parce qu'il n'y a pas de fétichisme du PIB pour les économistes, c'est faux. Évidemment, beaucoup de gens, notamment les partisans de la décroissance, ne cessent de dire qu'il y a une idéologie du PIB. Non, depuis Adam Smith, on sait que la richesse est bien plus large que le PIB. Maintenant, ça ne veut pas dire que la quantification du PIB n'est pas en soi importante, voire limitée. Ça, il peut y avoir des débats, hein, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas quantifier des choses qui ne sont pas quantifiables. On ne peut pas additionner des pommes et des tomates, par exemple. Hein, on sait bien que ça ne se fait pas. Eh bien, le PIB est un agrégat, donc il agrègue plein de choses différentes. Il ne peut les agréger que parce qu'ils ont une valeur monétaire. Tout ce qui n'a pas de valeur monétaire, eh bien, ne peut pas s'intégrer dans le PIB. Cela ne veut pas dire que ça ne participe pas de la création de richesse, selon la définition de Smith. Voilà, donc c'est cette question. Donc on a deux grandes questions sur l'économie auxquelles l'économie cherche à répondre. Hein, d'où vient la richesse? Qu'est-ce qui permet de l'augmenter? Et puis, bien sûr, comment cette richesse est distribuée? Et là encore, quand on parle de théories économiques, on va chercher à répondre à ces questions, mais on comprend bien ici, c'est ces questions du comment. C'est pas ni du pourquoi, ni qu'est-ce qu'il faudrait faire. Une théorie n'est pas forcément normative, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à nous dire ce qu'il faut faire. L'économie n'est ni pour ni contre l'égalité, par exemple. Elle peut nous dire, voilà ce qu'il faut faire si vous voulez arriver vers une société plus égalitaire, c'est-à-dire redistribuer différemment les richesses, ou au contraire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les dynamiques économiques, pas forcément d'y répondre nécessairement. Alors là aussi, en théorie, on est tous d'accord là-dessus, même si sur un plateau télé, un économiste va parfois nous dire des choses qui ne correspondent pas en fait à ce que sa théorie peut permettre de dire. Bien, alors du coup, où se trouvent les oppositions entre économistes? Eh bien, il y a en fait deux grandes façons de concevoir l'économie. Alors vous allez voir, je vais avoir une façon assez particulière de vous délimiter les théories économiques, puisque je vais en mettre une d'un côté et toutes les autres de l'autre. Et paradoxalement, celle qui est toute seule de son côté, eh bien, c'est aujourd'hui la théorie dominante. Mais peut-être parce que là, une énorme cohérence, je vais y venir. Donc, comment on comprend l'économie en tant que discipline? Eh bien, la première manière de l'appréhender, c'est de considérer que l'économie obéit à des lois qui s'imposent aux sociétés. Alors ici, on parle de l'économie en tant que, non pas mode de pensée, mais système. Hein. Si on est toujours obligé de passer de l'un à l'autre. Donc l'économie, c'est quoi? L'économie de la France, par exemple, l'économie de n'importe quel pays, ou l'économie mondiale, eh bien, elle fonctionne selon des règles qui sont toujours les mêmes. Un peu comme le Soleil est une étoile qui fonctionne comme toutes les autres étoiles de l'univers. Il y a des règles physiques qui déterminent hein, comment dire, la fusion nucléaire qui va se passer dans les étoiles. De la même façon, en fait, il y a des lois de l'économie. Ces lois sont similaires aux sciences physiques, à la science physique, à la mécanique.
on ne peut pas, ça serait anti-scientifique, refuser les lois de l'économie. Alors, d'où viennent-elles ces lois? Parce que si ces lois de l'économie sont immuables, or l'économie est une science sociale, comment c'est possible? Alors, du point de vue de ces économistes-là, donc on va parler, on peut déjà directement nommer cette théorie, il s'agit de la théorie dite néoclassique, qui est née à la fin du 19e siècle. Eh bien, selon cette approche théorique, euh, le fait que les règles de l'économie soient immuables, c'est la conséquence de caractéristiques humaines qui elles-mêmes sont immuables. C'est-à-dire que les individus, eh bien, sont des êtres qui vont spontanément aller chercher leur propre intérêt lorsqu'il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'ils vont spontanément choisir, lorsqu'ils sont devant un choix, celui dans lequel ils vont gagner davantage en termes d'accomplissement de leur propre intérêt. Alors, parfois, on traduit cette loi comme les individus sont égoïstes, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'intérêt individuel peut tout à fait être altruiste. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui veulent, dont l'objectif c'est d'être altruiste, et donc qui vont aller vers cette forme d'altruisme. Mais c'est une forme d'égoïsme aussi, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à calculer, à maximiser leur préférence, et leur préférence peut être, par exemple, l'altruisme. Alors, bien sûr, il peut y avoir des gens qui sont pas tellement rationnels, qui se trompent, qui ne vont pas forcément spontanément vers leur intérêt. Et ça, cette école de pensée ne le nie pas. Ce qu'elle dit, en fait, c'est que, en gros, parce que l'économie ne s'intéresse pas à l'individu, enfin à l'individu, elle cherche à comprendre le fonctionnement de la société. Ce qu'elle dit, en fait, simplement, c'est globalement, lorsqu'on a une société composée de milliers ou de millions d'êtres humains, eh bien, quand on regarde le comportement moyen de ces gens, eh bien, c'est en général un comportement qui va chercher à augmenter l'intérêt individuel. Quand on regarde les choix des individus, eh bien, ils vont spontanément plutôt aller vers l'intérêt individuel que, par exemple, vers l'intérêt collectif ou d'autres choses. Et encore une fois, on intègre l'altruisme comme étant une composante aussi de l'intérêt individuel dans cette vision-là. Alors, un exemple tout bête en fait, et c'est vrai que c'est un exemple qui fonctionne très bien. Vous avez un produit, je ne sais pas, particulier, du Nutella par exemple, vous faites une promotion sur le Nutella, et bien tout d'un coup vos ventes vont augmenter. Évidemment, je fais référence à une anecdote très célèbre, mais tout le monde sait que, a priori, quand un produit est très recherché, si son prix baisse, eh bien la demande pour ce produit va augmenter. Et ça traduit simplement la réflexion de base qui est que quand on veut, comment dire, quand on peut avoir quelque chose pour moins cher, eh bien, on va forcément chercher à l'avoir pour moins cher si on peut le faire. Donc là, on a bien un comportement qui est déterminé par l'intérêt individuel. Alors une fois qu'on a compris ça, et inversement, si le prix augmente, eh bien, on va moins acheter, on va préférer dépenser son argent vers quelque chose d'autre. Alors ça, c'est un exemple de comportement économique, mais évidemment, derrière cette théorie, il y a une forme de généralisation, c'est-à-dire que tout comportement économique est mu par cette quête d'intérêt individuel, même si, bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les comportements le sont effectivement, mais c'est juste qu'en moyenne, ce comportement va se produire. Par exemple, sur l'histoire du Nutella, il est possible que des gens n'aient pas eu envie d'acheter ce Nutella alors qu'ils aiment bien le Nutella, parce que le prix avait baissé, parce que, par exemple, ils sont un peu parano, ils se sont dit, ah, mais si on brade le prix du Nutella, peut-être que c'est parce que, voilà, il y a un vice caché derrière, donc je ne veux pas l'acheter. Donc, typiquement, voilà, il y a sans doute des gens qui ont pensé ça et qui ne sont pas rués vers la promotion, mais on va dire que là aussi, on peut considérer ce comportement comme à peu près rationnel, qui est mu aussi par un intérêt individuel de préserver sa santé, parce qu'on ne fait pas confiance au supermarché qui a baissé le prix. Donc là aussi, on réintègre l'économie dedans. Bon, évidemment, il peut y avoir aussi des gens qui sont complètement fous, qui sont totalement irrationnels. Ça, on ne le nie pas, mais globalement, comme ce n'est pas une très grande partie de la population, bien, ça a fonctionné comme ça. Alors, cette approche de l'économie, on le voit par les exemples que j'ai donnés, elle est également réductionniste. Alors, réductionniste, ça veut dire qu'on va chercher à comprendre le collectif à partir de l'analyse des individus, du comportement des individus. Autrement dit, on va pas partir du principe que si on veut comprendre
le fonctionnement de la société, on va dire, on appelle ça la macroéconomie, eh bien, il faut toujours partir de la microéconomie, c'est-à-dire du comportement des agents économiques. Le comportement social est la conséquence des comportements individuels. Alors, cette approche réductionniste, eh bien, elle est elle aussi empruntée aux sciences physiques, hein, puisque, en fait, notamment à la mécanique, on a, dans la démarche scientifique classique, depuis le XVIIIe siècle, l'idée de réduire, de décomposer, pour essayer de comprendre les mouvements d'ensemble. Alors, cette approche aussi, elle a un autre avantage, c'est qu'elle se prête très bien à l'usage des modèles mathématiques, c'est-à-dire que on va créer un individu, on va dire un agent économique représentatif, hein, dont on pense, on considère qu'il représente l'essentiel des caractéristiques des personnes. Et que, bien sûr, il va du coup chercher son intérêt, le maximiser, etc. Et puis, on va faire tourner un modèle avec différents agents qui vont se comporter ainsi. Et puis, on va arriver à des résultats. On va dire, bah voilà, j'ai modélisé l'économie à partir d'agents qui sont typiques, en quelque sorte, du fonctionnement de l'économie. C'est cette théorie, je l'ai dit, qui est dominante. Elle est dominante parce que finalement, elle s'insère très bien dans cette espèce de vision globale de l'économie comme une science dure. Elle permet de modéliser assez facilement les choses. Elle est complète, c'est-à-dire que à partir de cette théorie, eh bien, on va pouvoir l'adapter à tout un ensemble de phénomènes assez facilement. Il suffit de changer un peu les paramètres. Si les individus cherchent tous leur intérêt, c'est ça le gros avantage, eh bien, on peut anticiper leur comportement et donc on peut facilement modéliser. Alors, cette théorie donc des lois immuables de l'économie, eh bien, s'oppose à d'autres théories. En réalité, toutes les autres théories économiques, qui ne disent pas toutes la même chose, mais qui toutes partent du principe que la science économique est profondément liée aux autres sciences sociales, et donc il y a toujours des interactions entre le fonctionnement global de la société et le fonctionnement de l'économie. Autrement dit, il n'existe pas de règles immuables de l'économie. Ces règles sont valides uniquement dans une société particulière. Cette société peut changer, et donc les règles de l'économie peuvent changer. Et on peut tout à fait avoir des sociétés où les règles de l'économie sont différentes parce qu'elles fonctionnent de manière différente. Je parle ici des sociétés. Du coup, qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, ce qui explique que d'une société à l'autre, d'un moment de l'histoire à l'autre, les règles de l'économie changent, c'est que justement, les sociétés ne sont pas le résultat des comportements individuels. C'est-à-dire que là, on a une vision holiste, hein, on dit holiste, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les grands mouvements sociaux, c'est eux qui comptent, et non pas réductionniste ou individualiste, où on cherche à analyser le comportement de l'individu. Autrement dit, donc le comportement des individus résulte du fonctionnement global de la société, et en particulier des institutions sociales, les systèmes de valeurs, hein, ce qu'on considère comme bien ou mal, les idéologies, les règles légales, tout un ensemble de choses qui sont en fait construites par la société et qui n'existent pas dans la nature. Et par exemple, la question de l'intérêt, ici, chaque individu cherche leur propre intérêt, on peut l'analyser sous un autre regard, en disant, c'est quoi l'intérêt? euh, D'où il vient? Il n'est jamais le produit de l'individu seul. Il est toujours le produit d'une société de normes, de valeurs qui nous sont inculquées par notre éducation, la société, notre environnement social. Ce qui veut dire que quand on calcule l'intérêt d'un individu, par exemple, si on dit l'intérêt d'un individu, c'est d'amasser de l'argent, c'est l'intérêt de l'individu dans le cadre, par exemple, d'une société marchande. Si la société n'est pas marchande, finalement, l'argent ne sert pas à grand-chose. Donc, l'intérêt de l'individu ne peut pas être d'amasser de l'argent. Donc, on ne nie pas, encore une fois, dans cette approche, on ne nie pas forcément que les individus cherchent leur intérêt. Seulement, ce qu'on explique, c'est que l'intérêt peut varier. Et donc, les lois de l'économie peuvent finalement être assez différentes d'une société à l'autre. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de règles immuables. Euh, alors, quand on déroule ces théories, eh bien alors, il y a par exemple des éléments qui vont apparaître dans ces théories. Alors, je vais les lister, hein, quelques-uns en tout cas, et puis je vais donner les théories qui s'y réfèrent. Alors, par exemple, l'un des éléments très importants de ces théories, donc hétérodoxes, hein, qui s'opposent à la théorie orthodoxe, c'est qu'il existe des classes sociales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale? Eh bien, c'est un regroupement d'individus qui participent de la même fonction économique. Par exemple, des ouvriers, ils ont une fonction économique en tant qu'ouvriers.
les propriétaires fonciers ont une autre fonction économique, les cadres ont une autre fonction économique. Et donc tout ça, ça crée des similarités entre individus. Et ça va plus loin, puisque dans le principe même de la classe sociale, eh bien, ces gens, ils sont similaires, mais ils finissent par donc avoir similaire au sens économique, c'est-à-dire qu'ils ont une activité économique similaire, mais en même temps, ils vont avoir les mêmes modes de pensée, le même habitus, hein, dirait Bourdieu, c'est-à-dire le même environnement social, et, euh, et donc finalement, ben, ils créent des formes de micro-sociétés dans la société. Et donc ces classes sociales, eh bien, en fait, elles participent à structurer l'organisation sociale. Et donc, ça veut dire, vous comprenez bien, ça veut dire que finalement, la logique économique va pas être la même selon qu'on appartient à une classe sociale ou à l'autre. Donc là, on fait complètement exploser le modèle, l'agent individuel qui existe par lui-même et qui va se conformer à son intérêt. Là, bien sûr, les gens vont toujours se conformer à leurs intérêts, mais ils vont pas analyser leurs intérêts de la même façon. Alors, ceux qui ont expliqué, par exemple, l'économie à partir des classes sociales, bien sûr, on pense à Karl Marx, hein, qui en fait vraiment, comment dire, l'analyse très fine, hein, et qui étend d'ailleurs cette analyse en classe sociale, pas simplement à l'économie, mais à la sociologie, à l'histoire, etc. Mais en fait, Marx n'a pas été le premier à penser comme ça. Adam Smith lui-même analyser l'économie à partir des classes sociales. Et donc Adam Smith n'est pas un économiste mainstream orthodoxe aujourd'hui, puisqu'il pense que la société fonctionne à partir d'une opposition de classe. Euh, voilà. Alors Karl Marx va également, bien sûr, radicaliser, approfondir cette réflexion, mais on la trouve déjà chez Smith, et pas de manière anecdotique, hein. C'est au cœur de la pensée de Smith, notamment dans la question de la répartition de la valeur, hein, la répartition de la richesse. Je dis que c'est la deuxième grande question. Eh bien sûr, les classes sociales elles vont apparaître comme éléments de répartition de la richesse. Ça, c'est un premier élément, les classes sociales. Donc là, je cite que deux théories, mais beaucoup d'autres théories. Alors, parfois qui s'inspirent, hein, de Smith ou de Marx ou d'autres, vont avoir aussi ces analyses en termes de classe sociale. Deuxième élément, par exemple, qui là aussi est assez intéressant du point de vue des théories, c'est le marché et la monnaie. Euh, pour les néoclassiques, les orthodoxes, là aussi, on a la monnaie, le marché, qui sont des institutions, on va dire, un peu naturelles. Euh, mais en fait, pour beaucoup d'historiens, la monnaie est apparu à un moment dans l'histoire humaine. Les marchés, tels qu'on les connaît, sont aussi apparus dans l'histoire humaine. Et tout ça a créé des transformations de comportement. Alors, les théoriciens qui parlent notamment de la monnaie, c'est par exemple Michel Aglietta, qui explique bien, qui a beaucoup écrit, hein, sur l'histoire de la monnaie, sur son influence, sur sa violence même. Et c'est un économiste dit de l'école de la régulation. Euh, voilà, donc lui s'intéresse à la monnaie. Et puis par exemple le marché, eh bien c'est un autre économiste anthropologue, Karl Polanyi, alors, qui lui-même s'est inspiré de Marx, parce que Marx aussi parle du marché, mais lui il a une théorie un peu plus spécifique où il analyse les conséquences de la société de marché, c'est-à-dire le marché en tant qu'institution. Eh bien il va lui aussi déterminer les systèmes de valeurs, les intérêts, et il a une place qui varie dans l'histoire, hein. Le marché peut être plus ou moins important, peut organiser plus ou moins fortement, structurer plus ou moins fortement la société. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme théorie et comme concept, hein, bien sûr, qui portent ces théories? Alors, toutes ces théories ne sont pas toutes compatibles les unes avec les autres, hein. Je vous fais la liste de très nombreuses théories très différentes parfois. Eh bien, parlons de Keynes. Keynes, donc John, comment il s'appelle? Bref, John Maynard Keynes, voilà, c'est ça. Ouf. Tout d'un coup, j'ai eu un trou. John Maynard Keynes, lui, quand il fait l'analyse des marchés financiers, eh bien, il comprend un truc qui, là aussi, l'écarte de la pensée néoclassique, parce que c'est là d'où il vient, en fait. C'était au départ un néoclassique, et puis il a évolué. C'est par exemple le fait que le comportement humain, le comportement individuel, résulte des dynamiques collectives. C'est ce qu'il appelle les conventions. On parle aussi de comportement moutonnier, les esprits animaux. Ah, tous ces concepts qu'on retrouve chez Keynes, eh bien, ça inverse en quelque sorte le schéma de l'économie néoclassique, où je vous l'ai dit, on avait une approche réductionniste, on pensait que le comportement individuel était la base et le comportement collectif le résultat, hein,
le produit, eh bien, chez Keynes, en fait, on a une relation inverse. Il y a d'abord des conventions sociales, et puis c'est elles qui vont expliquer ensuite les comportements individuels. Et c'est comme ça qu'il explique notamment les cracks financiers. Donc là aussi, on voit bien que toute la question du comportement de l'individu, eh bien, il est imbriqué, on va dire, dans la structure sociale dans laquelle il évolue. Ça veut dire que le comportement humain n'est pas donné a priori, il est toujours construit dans un environnement social. Bon, alors, je vous ai donné là quelques théories, on pourrait encore faire la liste, et si vous avez des questions sur des théories plus spécifiques, je pourrais y revenir. Euh, euh, Ce qu'on voit bien, c'est que globalement, eh bien, en fait, on a un modèle néoclassique qui est très carré, qui est très cohérent, qui est par ailleurs qui permet de très 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 nombreuses analyses, hein, et pas les analyses de modèles néoclassiques ne sont pas fausses en fait. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont souvent incomplètes et que dans certains cas, elles ne fonctionnent pas. Euh, et donc, ce que vont faire les théoriciens hétérodoxes, c'est eux, ils vont prendre des concepts et puis ils vont chercher à démontrer finalement des articulations différentes de celles qui est postulée par la théorie néoclassique. Euh, donc, il y a une très grande variété des approches hétérodoxes. Alors, comment on pourrait les appeler toutes ces approches? Est-ce qu'elles pourraient avoir un nom commun? Euh, alors, moi, ça fait partie des grandes réflexions que j'ai là. Là, je me suis posé la question d'ailleurs, hein, comment on regroupe des théories aussi hétérogènes? Mais en fait, de mon point de vue, il y a une chose qui permet de les regrouper toutes, c'est qu'elles mettent en avant euh, l'importance des institutions. Alors, les institutions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement tout ce qui est le produit du collectif. Par exemple, les croyances sont des institutions, le système légal est une institution, etc., etc. Et donc, j'aurais tendance à dire que toutes ces approches hétérodoxes finalement, se rangent sous la bannière de l'économie institutionnaliste. Mais bon, quand je dis ça, les gens ne vont pas tous être d'accord. Par ailleurs, il y a chez certains keynésiens, notamment les post-keynésiens, une attitude à modéliser de manière mathématique les économies et quelque part, ils se rapprochent dans leur méthodologie un peu des néoclassiques. Même si le cœur de leur modèle, c'est toujours de considérer qu'il existe finalement des conventions, des institutions, des croyances, etc. Alors, ces approches sont très très larges et on voit ce qui est leur caractéristique commune, c'est que elles font le lien entre l'économie et les autres sciences sociales. C'est la raison pour laquelle les économistes hétérodoxes se rangent aujourd'hui en France sous une bannière unique, euh, alors, ou quasiment tous, parce qu'il y a encore quelques-uns qui se retrouvent pas dans cette bannière, mais si vous voulez, je peux y revenir après, notamment sur les économistes dits autrichiens. Mais on va dire que l'essentiel des approches hétérodoxes se retrouve dans une association d'économistes qui s'appelle la FEP, l'Association française d'économie politique. Et vous voyez, le fait de dire économie politique, qui est par ailleurs le terme de Smith, c'est-à-dire qu'Adam Smith, donc c'est pour ça qu'il est lui bien dans les hétérodoxes, hein. Adam Smith a défini sa discipline comme l'économie politique, c'est-à-dire qu'il fait directement le lien entre l'économie et la politique. Ça veut dire qu'il n'y a pas des règles naturelles. Tout est en quelque sorte encastré dans la politique. Alors, ces économistes, une autre manière de voir comment ils se définissent eux-mêmes. Donc, en 2014, ils ont construit donc, cette association, la FEP, mais elle s'est constituée pour défendre au départ une revendication précise qui était à l'université de créer une nouvelle section CNU. Alors, une section CNU, c'est une discipline en quelque sorte. Chaque discipline scientifique a sa propre section. Et aujourd'hui, par exemple, les économistes ont leur section, la section dite 0,5, hein, c'est-à-dire enfin, la section 5. Typiquement, le droit, c'est la 1. Et on comprend, alors le droit, il y a plusieurs sections, hein, mais il y a le droit public, le droit privé, enfin, je ne connais pas par cœur, mais voilà, on commence par le droit, puis ensuite les mathématiques, voilà, c'est d'autres numéros de section beaucoup plus loin dans les catégories, hein, ce qui permet de voir finalement une forme de hiérarchie. Hein. Les mathématiques, par exemple, les sciences dures sont inférieures au droit, qui est la science majeure hein, du point de vue universitaire, parce que les universités se sont construites autour hein, de la scolastique et de la question du droit, et même au départ de la théologie. Voilà, et c'est ça un peu notre environnement. Donc c'est pour ça que le droit est en numéro un. Voilà, nous, en économie, on n'est pas si mal lotis, on est numéro 5. Et donc, ce qu'ils ont demandé, c'est créer une nouvelle section, c'est-à-dire de se détacher de cette section économie
et donc d'intituler cette nouvelle section Économie et société. Et là aussi, on voit très bien l'idée, c'est-à-dire dire que l'économie est une science sociale et qu'elle se rattache à la société et qu'on ne peut pas comprendre l'économie si on ne comprend pas la société, puisque les deux choses sont liées l'une aux autres. Alors, bon, il me reste encore 20 minutes, le temps d'aborder la troisième partie, puis ensuite j'arriverai à la conclusion. Hein. Vous voyez, ça va pas aller ça va aller vite, mais ça me semble être la partie la plus importante. Quelles sont les conséquences politiques de ces deux approches? Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous avaient déjà perçu, bien sûr, les conséquences politiques, notamment de l'analyse néoclassique. Finalement, l'analyse néoclassique, c'est il existe, comment dire, des règles, des lois de l'économie qui sont immuables, parce que l'individu est égoïste, parce que son intérêt est clair et qu'il va toujours aller vers son intérêt. Par exemple, une des conséquences de la théorie néoclassique, c'est de dire, bah, si on veut changer le comportement des individus, bien, il faut mettre des systèmes incitatifs. Voilà, donc on va rémunérer, faire des réductions fiscales, par exemple, pour inciter tel ou tel comportement. Ou au contraire, si on veut qu'il pollue moins, bah, il faut mettre une taxe carbone, puis vous allez voir, il va polluer moins. Alors encore une fois, euh, cette approche n'est pas fausse. Je veux dire qu'il y a bien un lien, hein, et on peut le démontrer statistiquement assez facilement, entre les prix et les comportements. Il y a bien un lien entre si on taxe quelque chose, bien, les gens vont moins le consommer. Mais euh, réduire les comportements à ce lien direct, eh bien, c'est très réducteur, en fait. Je prends un exemple, évidemment, un exemple très important aujourd'hui politiquement. La question du chômage. Euh, Finalement, le chômage, c'est quoi? Bah, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'offres de travail, c'est-à-dire que les gens veulent offrir leur travail. Hein, ce sont les chômeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils veulent travailler, donc ils offrent leur travail. Et puis, il y a peu de demandes de travail. Les entreprises demandent du travail, l'État, les administrations, hein, demandent du travail, et donc il se trouve qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande, plus d'offres de travail que de demandes de travail, d'où le chômage. Euh, Si on analyse l'économie selon la mécanique néoclassique, spontanément, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, on va dire bah, c'est un problème de prix. C'est-à-dire, simplement, le prix du travail est trop élevé, donc les gens sont prêts à travailler davantage, que l'offre de travail va être supérieure, et comme les prix sont trop élevés, bah, la demande de travail, elle, va être inférieure. Ça marche, en fait, comme le Nutella sur le marché du travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, la solution néoclassique, c'est pas de dire il faut baisser les prix. Ça c'est une vision, c'est-à-dire baisser les salaires. C'est une vision en fait, naïve de la pensée néoclassique. La pensée néoclassique va dire qu'est-ce qui se passe pour que sur ce marché, le marché du travail, il n'y ait pas d'ajustement à la baisse du salaire. Parce que, en fait, dans tout marché, ben, le salaire, les prix évoluent et réajustent l'équilibre, rééquilibrent l'offre et la demande. Or, s'il y a du chômage quelque part, c'est que le mécanisme de rééquilibrage automatique du marché ne fonctionne pas. Donc, quel est le problème? Eh bien, c'est la rigidité du marché du travail. Et cette rigidité, elle est liée éventuellement au SMIC, qui est trop rigide. Alors, on a des économistes, par exemple, comme Gilbert Racette, qui expliquent que le problème d'aujourd'hui, c'est que les coûts de la vie n'est pas le même en France, donc il faudra avoir des SMIC différents d'une région à l'autre. Donc, il ne dit pas qu'il faut supprimer le SMIC, il dit juste que le salaire minimum français n'est pas adapté euh, aux marchés locaux du travail, et donc il faudra avoir différents SMIC. Voilà un exemple typique de réflexion. Alors bien sûr, la flexibilité du travail, ça veut dire aussi bah, les règles sont trop pesantes, on hésite à recruter des CDI, les normes sociales sont trop fortes, les poids des syndicats empêchent la liberté de l'entrepreneur, et donc la conséquence, ça va être les lois travail. Hein, qu'est-ce qu'ont été les lois travail, les lois El Khomri aux ordonnances Macron? Eh bien, c'est simplement des politiques qui visaient à, à flexibiliser le marché du travail. De la même façon, la question du chômage est vue toujours comme un mécanisme incitatif. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Ben, on a voulu réduire, par exemple, l'usage des contrats courts. Du coup, maintenant, on se trouve avec une manque de saisonniers hein, dans le tourisme. Ça, c'est la conséquence directe de la réforme de l'assurance chômage de la fin du dernier quinquennat de Macron. Voilà, pénaliser les contrats courts. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, ça veut dire que pour avoir droit à une indemnité chômage, eh bien, il fallait pas enchaîner les contrats courts et puis les périodes de chômage, il fallait avoir une durée plus longue
de contrat pour pouvoir avoir droit à une indemnisation chômage. Eh bien, là, ça fonctionnait typiquement comme un mécanisme incitatif. Voilà, donc ça, c'est une. Alors, l'autre exemple, c'est aussi la question de la dernière loi sur le chômage, qui est de dire, eh bien, lorsque le taux de chômage national baisse, eh bien, on va réduire la durée d'indemnisation du chômage, parce que là aussi, on pense qu'il y a un système d'incitation, c'est-à-dire que tant que le chômeur est indemnisé, eh bien, il va être un peu moins, comment dire, volontaire pour trouver un emploi, il va préférer rester au chômage. Et puis, quand la période, enfin, comment dire, l'échéance de la fin de droit approche, eh bien, il va commencer à beaucoup plus se bouger pour trouver un boulot. Et donc, bah, en fait, en période de faible chômage, comme c'est facile de trouver du travail, ça c'est le supposé de cette loi, eh bien, on va chercher à euh, réduire sa période d'indemnisation de manière à l'inciter plus vite à trouver du travail. Oui, c'est l'idée, on peut travailler facilement si on traverse la rue, euh, voilà, qui sous-tend la pensée macroniste. Alors encore une fois, tous les néoclassiques ne sont pas forcément d'accord avec les résultats que je viens de vous dire. Mais la pensée néoclassique justifie tous ces résultats. Il faut bien distinguer aussi, il y a beaucoup d'économistes néoclassiques qui en fait sont de gauche par ailleurs, c'est aussi paradoxal que ça pourrait être. Seulement, leur méthode de travail, eh bien, elle va donner des justifications pour ce type de politique. Bon, alors je reviens sur mon sujet. Dans l'approche néoclassique, quelles conséquences politiques finalement on peut dire? Eh bien, comme il y a des lois immuables liées à l'anthropologie humaine de l'économie, eh bien, il y a deux manières de répondre politiquement à cela. La première, c'est de dire bah, il faut quand même que l'État se mette un peu en retrait, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer les lois de l'économie, les lois du peuple, hein, les lois du gouvernement, de l'État, ne vont pas à eux toutes seules réussir à changer l'économie, puisque ces lois ne peuvent pas changer. Donc, c'est une première approche, première réponse, une approche libérale. Il faut que l'État ne se préoccupe pas d'économie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le laisser-faire, en quelque sorte. Alors ça, c'est une idéologie, c'est une doctrine plus précisément, c'est-à-dire c'est une mise en œuvre de la théorie, hein. La doctrine a un aspect applicatif, elle cherche à mettre en place des politiques. Eh bien, on peut dire que ce libéralisme, cette forme d'ultralibéralisme où l'État doit disparaître du domaine économique, c'était vraiment la doctrine dominante au Royaume-Uni au XIXe siècle. On a appelé d'ailleurs ce type de libéralisme manchestérien, parce que c'était les manchestériens, c'est la anti-Corn Law League, hein, la ligue anti-loi sur le grain, c'est-à-dire la ligue anti-loi protectionniste, qui s'est constituée par des industriels de Manchester et qui a acquis de l'influence au cours du XIXe siècle. Après ça, c'est l'approche libérale, on va dire classique, laissez-fairiste. Là, je parle de libéralisme au sens économique, hein, je réduis le libéralisme à sa dimension ici économique. Il faut que l'État voilà, n'interagisse le moins possible avec l'économie, puisque de toute façon, on ne va pas pouvoir changer ses règles. Et puis, il y a une autre approche qui, en fait, s'inspire aussi de cette approche néoclassique, qui est un peu plus subtile, c'est l'approche néolibérale. Et l'approche néolibérale, c'est de dire, bon, les lois de l'économie, elles fonctionnent, mais elles ont besoin, pour fonctionner, d'un certain cadre institutionnel. Donc là, déjà, dire ça, c'est en quelque sorte un peu évacuer la naturalité des lois, puisqu'on dit que, bah, en fait, elles ont besoin d'un cadre, mais pas complètement, puisque l'objectif sera de dire, mais il faut donc que l'État crée le cadre de manière à faire fonctionner correctement le marché et les lois de l'économie. Et donc, cette approche néolibérale, eh bien, elle refuse l'idée que l'État ne doit pas du tout intervenir. Elle dit que simplement, il faut qu'il intervienne pour faire fonctionner les lois de l'économie, parce que dans certaines circonstances, ça peut ne pas fonctionner. Alors, typiquement, un exemple, c'est par exemple la concurrence. La concurrence, du point de vue de la théorie néoclassique, c'est un état de fait. Je veux dire, dans un marché, bah, il y a différents producteurs, différents offreurs, et donc chacun se fait concurrence. Mais, et ça, il n'y a pas besoin d'être un néoclassique pour le voir, il arrive des fois qu'un offreur, par exemple, un producteur, devienne tellement important qu'il rachète ses concurrents et puis qu'à la fin, il devient un monopole. Et bien dans ce cas-là, toutes les lois de la théorie néoclassique ne fonctionnent plus. Parce que si on a un monopole, on n'a plus de prix de marché, on a le prix que le monopoleur a décidé. Et du coup, comment sortir de cette impasse? Eh bien, les néolibéraux disent il faut que l'État intervienne et démantèle le monopole pour recréer la concurrence. Donc il y a bien l'idée derrière, chez les néoclassiques, qu'il faut quand même surveiller le fonctionnement de la société pour qu'il soit compatible avec les règles de l'économie. Sinon, bah, l'économie pourrait ne pas avoir de règles. Enfin, ne pas fonctionner selon les règles voilà, qu'on a pensées.
Voilà, donc je répète, le libéralisme et le néolibéralisme ne sont pas des théories économiques, hein, c'est des doctrines, c'est la mise en application des théories, ici des théories néoclassiques. Alors, les approches hétérodoxes, eh bien, du coup, elles vont admettre qu'il existe différentes lois de l'économie, qu'il n'y a pas des lois immuables. Donc, elles admettent logiquement que le politique peut modifier, entre guillemets, les lois de l'économie. Alors, une fois, le problème, quand on dit ça, c'est qu'on dit, bah, c'est génial, alors du coup, il n'y a plus de loi de l'économie. Du coup, on peut tout faire, tout est possible. Mais en fait, non. Les approches hétérodoxes ne sont pas tellement plus souples que l'approche néoclassique. Euh, je vais prendre un exemple, puis je vais expliquer. Euh, Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de misère. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi se loger correctement, se nourrir, etc. Donc, il y a des gens qui disent, bah, créons un revenu universel. Alors évidemment, quand on dit créer un revenu universel, d'autres gens disent, mais comment vous allez le financer? Ça coûte très cher. Effectivement, ça coûte très cher. Alors des gens disent, mais bon, finalement, la monnaie, on l'a vu hein, tout à l'heure, la monnaie, c'est une institution sociale. La monnaie n'est pas naturelle, c'est pas un produit de la nature, c'est une création humaine. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer autant de monnaie qu'on veut et financer le revenu universel simplement par la création monétaire? Alors évidemment, ça, c'est tout à fait une pensée hétérodoxe. Mais c'est une pensée qui ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'elle est hétérodoxe qu'elle fonctionne. C'est-à-dire, elle ne fonctionne pas pourquoi? Bah parce que ce n'est pas parce que la monnaie euh, est une institution sociale qu'on peut la gérer n'importe comment et notamment qu'on peut en créer autant qu'on veut. Parce que la monnaie, ce n'est pas de la richesse, ce que je disais tout à l'heure. La richesse, c'est finalement ce qu'on peut acheter avec cette monnaie. Or, si vous augmentez beaucoup la monnaie, vous n'augmentez pas beaucoup la richesse auquel elle est achetable, là, vous allez vite vous retrouver devant un problème qui est que votre monnaie ne pourra pas acheter toute la richesse qui est disponible. Et donc, soit il y a des gens qui auront la monnaie qui vont se retrouver devant des étalages vides de supermarchés et qui ne pourront rien acheter du tout, soit les offreurs vont simplement augmenter leur prix. Bon, alors du coup, la pensée hétérodoxe ou les pensées hétérodoxes, les théories hétérodoxes disent les lois sont toujours euh, la conséquence des institutions et du fonctionnement de la société. Donc on peut changer les institutions, changer le fonctionnement de la société et donc on peut changer les lois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune contrainte et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, les hétérodoxes ne mettent pas les contraintes au même endroit que les orthodoxes. Pour les hétérodoxes, en fait, les contraintes se situent dans l'articulation entre l'organisation sociopolitique, voire l'organisation, la culture d'une société, et le fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie est toujours liée au fonctionnement de la société. Ça veut dire qu'il existe des impossibilités. Alors, je vais essayer d'en expliquer. Euh, Ça veut dire que dans un type de société, on ne peut pas avoir n'importe quelle économie. Et donc, on ne peut pas prendre des mesures comme ça, c'est-à-dire une mesure individuelle, radicale, dans une société qui serait la même que celle d'aujourd'hui. Typiquement, cette histoire de revenu universel. Si on reste dans une société capitaliste marchande telle qu'elle fonctionne et qu'on fait le revenu universel, ça va complètement foirer. En quelque sorte, les lois sont dépendantes des sociétés. Donc, si on veut changer les lois de l'économie, il faut quand même d'abord changer la société. Et le revenu universel n'est pas un changement de société en réalité. Prenons deux exemples. Et je vais en terminer, ensuite j'arrive à la conclusion. Ah ben oui, j'ai reçu à 50 minutes, hein, donc je vais arriver à 1 heure, c'est parfait. Donc, premier exemple. Dans une société marchande et concurrentielle, eh bien, il va devenir très difficile de financer les services publics. Bon, si je vous dis ça, eh bien, c'est parce que ça, c'est une loi. C'est-à-dire que les services publics, ça peut fonctionner parfaitement. Et puis, ça peut dysfonctionner. Le problème, c'est que si les services publics existent dans une société globalement qui est caractérisée par l'importance du marché, l'importance donc de la relation marchande, l'importance de la concurrence, alors cette norme va tellement s'imposer que les services publics vont avoir du mal à trouver des financements. Ils vont avoir du mal à trouver des financements parce qu'ils seront considérés comme illégitimes. Parce que la norme sera que quand on veut un objet, il faut le payer. Et si l'État nous délivre un service gratuit, eh bien, c'est un peu suspect quelque part. Et puis, comme en plus, il faut payer tout ce qu'on possède, tout ce qu'on veut acquérir, eh bien, il faut baisser les impôts pour avoir davantage de pouvoir d'achat. Et spontanément, j'ai envie de dire,
ça va entraîner une dégradation des services publics parce que d'une part, ils ne seront pas considérés comme légitimes dans une société où on considère que la richesse, c'est essentiellement ce qui peut s'acheter par de l'argent. Or, les services publics ne s'achètent pas par de l'argent, donc en fin de compte, c'est pas de la vraie richesse. Et puis, deuxièmement, eh bien, vu que tout ce qui est important s'achète par de l'argent, ça c'est le principe d'une société marchande, eh bien, on va chercher à toujours maximiser l'argent, c'est-à-dire demander des impôts les plus faibles possibles. Et donc là, il y a bien une incohérence entre, d'une part, développer le système marchand d'un côté, et puis de dire, eh ben, on va quand même préserver les services publics. Bah non, ça marche pas. Donc c'est là qu'on va voir, hein, donc quand je parle de système marchand, je ne parle pas d'économie, là, je parle de société, hein, du fonctionnement de nos représentations, de notre système de valeurs. Eh bien, dire qu'on veut à la fois défendre la société marchande et défendre les services publics, c'est incohérent. Et ça, en fait, c'est justement l'économie hétérodoxe qui permet de le comprendre, puisqu'elle fait le lien entre les lois de l'économie et les systèmes sociaux. Deuxième exemple, dans une société, alors cette fois-ci, on va prendre une société régulée politiquement, c'est-à-dire une société où l'économie, dans une économie, j'ai mis une société, je me suis trompé là, je vais changer pour mes notes. Dans une économie régulée politiquement, eh bien, il est très difficile, voire impossible d'être libre-échangiste, de ne pas contrôler ses frontières. Et là aussi, on peut avoir des contradictions parfois dans certains discours politiques. Reprenons les choses. Si vous voulez avoir une économie régulée, une économie dans laquelle l'État intervient massivement, avec par exemple des services publics gratuits, mais avec par exemple une planification écologique, avec des prix qui ne sont pas le produit du marché, mais qui sont administrés par le pouvoir politique. Bon, bah, vous voulez organiser ça. En fait, c'est tout à fait possible de le faire. Là, et donc vous changez en quelque sorte les lois de l'économie. Mais si en même temps, vous décidez bah, d'échanger, de permettre à tout le monde d'échanger librement, de commercer librement avec l'étranger, eh bien, il va se poser immédiatement un problème qui est que toutes vos lois vont pouvoir être contournées par le commerce. C'est-à-dire que si vous décidez d'imposer un prix, par exemple, un prix plus élevé, je dis n'importe quoi, pour le tabac parce que c'est mauvais pour la santé, et que vous permettez à vos concitoyens de commercer avec le pays voisin qui, lui, n'a pas de prix élevé pour le tabac, eh bien, vous allez vite comprendre que plus personne va acheter du tabac chez vous, et puis ils vont l'acheter à l'étranger. Si vous mettez des règles environnementales, on le voit très bien pour produire des produits agricoles, et donc vous régulez en quelque sorte davantage l'économie, et que le pays voisin vous vend les mêmes produits, mais fait sans aucune norme environnementale, eh bien sûr, c'est ces produits-là qui vont finalement s'imposer dans l'économie. Donc, le commerce international, c'est une manière de contourner les règles de l'économie, et donc dire on va faire une économie régulée politiquement, et en même temps dire mais on va pas avoir de frontières, on va laisser les marchandises circuler librement, eh bien c'est contradictoire et ça ne peut pas fonctionner. Et à la fin, ce qui va surtout dysfonctionner, c'est la régulation politique, parce que c'est ça qui va s'effondrer avant, hein, vu que les règles ne seront plus de fait respectées. Et donc on va vite arriver vers une société marchande, et pas vers une société d'économie régulée. Voilà. Alors, j'arrive à la fin, et il est 19h, c'est parfait. Et pour conclure cette rapide présentation un peu synthétique des théories économiques, je voudrais vous, vous convaincre de l'importance de l'histoire et de l'histoire de la pensée économique. En fait, on a deux manières d'analyser les rapports entre société et théorie. Le premier rapport, le rapport on peut dire un peu classique, idéaliste, j'ai envie de dire, c'est l'idée que les théories sont conçues par des cerveaux comme Adam Smith ou d'autres économistes. Les théories déterminent les doctrines, c'est-à-dire les modes d'action qu'on va avoir pour changer la société. Ces doctrines déterminent elles-mêmes les politiques qui vont être menées, et ces politiques vont transformer la société. Donc, une manière de représenter le lien entre théorie et société, c'est de dire la théorie détermine la doctrine détermine la politique, et la politique construit la société. Mais en fait, il y a aussi un autre effet. C'est que les théories sont aussi le produit de la société. En fait, ce qu'on tend spontanément quand on veut comprendre le monde, c'est on observe ce qu'il y a autour de nous, puis on avance à généraliser ces observations et puis à construire des théories à partir de ces généralisations. Ce qui veut dire qu'en général, on a un effet circulaire, c'est-à-dire que certes, les théories changent les doctrines, qui changent les politiques, qui changent la société, mais la société elle-même change les théories.
Et quand on est dans un circuit comme ça de circulaire, eh bien en fait, on ne peut pas s'extraire de cela et on ne peut pas tellement imaginer des théories qui seraient aussi incompatibles avec notre société. Comment on s'en sort? Eh bien, alors on peut s'en sortir par la géographie, mais aujourd'hui c'est quasiment terminé parce que le monde fonctionne maintenant complètement selon les règles j'ai envie de dire, de l'économie néolibérale dans quasiment tous les pays. Donc pour essayer de comprendre d'autres modèles et d'autres sociétés dans lesquelles les lois de l'économie sont très différentes de celles qu'on a, eh bien il faut faire de l'histoire. Il faut aller voir comment les théories, comment les penseurs concevaient l'économie au XVIIIe, au XVe siècle, ou je ne sais quand. Il faut analyser, même ne serait-ce que dans l'histoire du XXe siècle, les moments où on a eu des systèmes d'économie dirigés, où on a tenté l'expérience soviétique, donc d'économie planifiée. Et tout cela permet, à mon avis, euh, de s'extraire en quelque sorte de cette espèce de boucle infernale qui nous empêche véritablement de penser, c'est-à-dire d'ouvrir un peu les portes. Et quand on ne sait plus penser, eh bien, on va finir par arriver finalement à accepter le modèle néoclassique, c'est-à-dire accepter que les règles de l'économie sont immuables et qu'on ne peut jamais en changer. Évidemment, dès qu'on comprend ça, ben, en fait, j'ai envie de dire qu'on ouvre la porte au renoncement. Et bien sûr, bah, ce n'est pas l'objectif d'un parti politique, surtout de gauche, de renoncer à la transformation sociale. Voilà, c'est fini.